Donc je lui laisse la parole et elle en dira un peu plus mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens très honorée de faire partie du premier forum des sciences cognitives à Lyon. Et donc aujourd'hui je vais parler de mémoire effectivement. Donc j'ai fait ma thèse sur la mémoire épisodique qui est une forme de mémoire à long terme. Et ensuite je me suis tournée un peu plus vers la mémoire à court terme ou mémoire de travail. Mais je m'intéresse également au lien entre ces différentes formes de mémoire parce que tout est lié bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de mémoire à court terme et de mémoire de travail. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, on verra ensemble un petit peu plus tard quelle est la distinction entre ces deux termes, mémoire à court terme et mémoire de travail. Mais si vous voulez, pour faire simple, on va dire que c'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est presque la même chose. Cette mémoire à court terme, cette mémoire de travail, c'est quelque chose qu'on sollicite en permanence, sans qu'on en ait forcément conscience. Et l'exemple le plus parlant, qu'on connaît tous, c'est ce cas où quelqu'un va nous donner son numéro de téléphone et on le garde quelques instants en mémoire, le temps de le pianoter sur son téléphone. Et une fois qu'on a pianoté ce numéro, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on le garde en mémoire, donc on va oublier cette information. Donc on va vraiment parler de à court terme parce qu'il y a cette idée d'oubli extrêmement rapide, tout simplement parce que ce n'est pas pertinent. Donc c'est plutôt un oubli qu'on va dire adaptatif, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas dans le besoin de mémoriser tout ce qu'il voit en permanence dans l'environnement. Parce que si c'était le cas, vous imaginez la surcharge qu'on pourrait ressentir. C'est d'ailleurs ce que peuvent témoigner des personnes qu'on appelle hypermnésiques, qui ont une mémoire exceptionnelle, donc ils voient une pub dans le métro, le slogan de la pub s'imprime et il va revenir comme ça dans la journée et ça va être extrêmement dérangeant parce que c'est pas du tout pertinent et donc ça peut nous distraire. Donc cette mémoire à court terme, elle a toujours été opposée à la mémoire à long terme. Je ne vais pas en parler spécifiquement aujourd'hui, mais simplement pour mieux les distinguer. Cette mémoire à long terme, elle va inclure différentes formes de mémoire, et là, à l'inverse, on l'appelle à long terme parce que l'information va rester un certain nombre de temps dans notre cerveau, mais même plusieurs années, puisqu'il y a cette mémoire qu'on appelle sémantique qui concerne toutes les connaissances qu'on a acquises sur le monde, comme le fait que Paris est la capitale de la France, ou tous les mots du langage qu'on a appris à force d'entendre parler, puis tout ce qu'on aurait appris à l'école. C'est toutes ces connaissances sémantiques, on les appelle sémantiques dans le sens où elles ne sont pas contextualisées, mais sont des connaissances brutes. On l'oppose de fait à la mémoire épisodique qui, elle, pour le coup, est contextualisée et très personnelle. Donc c'est finalement cette mémoire des événements qu'on a vécus, comme cet anniversaire dont on se souvient bien, où il y avait eu ces amis-là, on avait mangé ce gâteau, on avait dansé sur cette musique. Donc on va vraiment pouvoir rappeler beaucoup d'éléments contextualisés dans l'espace. C'était chez mon ami à tel moment, c'était il y a un an, etc. Donc elle est très différente en ça de la mémoire sémantique puisqu'elle concerne des événements personnellement vécus et c'est ce qui va participer grandement à notre sentiment d'identité. C'est parce qu'on a ces souvenirs de notre vie qu'on se construit ce qu'on appelle un soi ou un self en anglais, et qui va nous être un peu un fil conducteur dans notre vie, qui est très utile. La mémoire procédurale, elle est aussi très différente de ces formes de mémoire à long terme, dans le sens où elle va être implicite, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on sait ces choses-là, on n'a pas conscience qu'on va les évoquer au moment où on est en train de les utiliser. C'est quand on fait du vélo, et qu'on est déjà un expert de vélo, quand on conduit une voiture, quand on fait du piano, si on a un expert de cet instrument, du ski. Quand vous faites du ski ou du piano, vous vous dites pas, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois tourner à droite, prendre ma main comme ça, et puis ensuite changer ma jambe d'orientation? Non, parce que c'est quelque chose d'automatisé. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est implicite, et que ça ne vient pas solliciter des ressources cognitives très coûteuses. Sauf évidemment quand on a dû apprendre ce sport pour la première fois ou cet instrument de musique, ça a été très coûteux. Donc juste un petit détour par la mémoire à long terme pour vous montrer comment elle s'oppose à la mémoire à court terme. C'est dans le sens où, au niveau temporel, la mémoire à long terme va pouvoir rester
de très nombreuses années, puisqu'on a des souvenirs jusqu'à la petite enfance, même si on sait qu'il y a une amnésie infantile, c'est-à-dire que avant 3-4 ans, c'est assez difficile d'avoir des souvenirs. Si c'est le cas pour vous, c'est des cas assez exceptionnels. Mais on a des souvenirs voilà, de 5-6 ans, etc., de notre vie. Et tout ce qu'on aurait pu apprendre à ce moment-là. Pour la mémoire à court terme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une information qui reste juste quelques secondes dans notre mémoire et ensuite elle disparaît. Donc elles sont vraiment très différentes. Et il y a également cette mémoire du futur, qu'on appelle la mémoire prospective. Alors c'est quoi la mémoire du futur? C'est un peu paradoxal comme concept, mais c'est le fait que vous sachiez que tout à l'heure, il faudra passer à la boulangerie prendre du pain. Ou demain, il ne faut pas que j'oublie d'aller à cette brocante, ou je ne sais pas. Et donc vous avez cette mémoire de quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Et ça, c'est encore une forme de mémoire différente, qui sollicite quand même la mémoire à court terme, parce qu'il y a le maintien d'un but, on en reparlera. Voilà, donc la mémoire à long terme va vraiment consister à créer des connaissances, à créer des souvenirs qui vont ensuite perdurer. La mémoire de travail, elle, ou la mémoire à court terme, va activer une information qui est déjà connue. C'est comme ça aussi qu'on les distingue facilement. C'est-à-dire que le numéro de téléphone, vous connaissez les informations que vous devez mémoriser, vous connaissez 06, vous connaissez 48, 13, ce sont des nombres que vous avez dans votre mémoire à long terme. Et pourtant, vous allez les oublier très vite. Mais ce que vous oubliez, évidemment, ça n'est pas le nombre en tant que tel, parce que lui, il est en mémoire à long terme, il est toujours là. Mais ce que vous oubliez, c'est le fait qu'il a été associé à ce contexte précis à ce moment-là. Et tout ça, heureusement, encore une fois que c'est le cas, parce que sinon on aurait énormément d'interférences d'informations inutiles en mémoire. Alors, au quotidien, comme je vous le disais, c'est une mémoire qu'on sollicite énormément. Pour vous donner des exemples concrets, si vous êtes en train d'essayer une nouvelle recette de cuisine, c'est-à-dire que vous ne la connaissez pas par cœur, mais vous êtes en train de regarder un livre de cuisine ou sur votre téléphone la recette, eh bien vous allez mémoriser qu'il faut 125 ml de lait, puis ensuite 250 g de farine, 3 œufs, etc. Et ces informations-là, 150 mg, voilà, je les ai déjà plus ou moins oubliées, ce que j'ai dit, mais c'est une information qu'on doit garder en mémoire, le temps d'aller chercher son verre doseur, le temps d'aller chercher sa farine dans le placard, parce que sinon on ne pourra pas mener à bien notre recette de cuisine, mais vous comprenez que tout de suite, une fois qu'on a mesuré, on oublie cette information puisqu'elle est plus pertinente. Quand vous faites un calcul mental, ça c'est aussi un très bon exemple pour voir comment la mémoire de travail peut être sollicitée et aussi de voir ses limites. Parce que si on vous donne un calcul mental de type 4 plus 3, une addition, là pour le coup, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais si on vous dit 8759 plus 5493, deux têtes, hein, sans aide externe, vous allez devoir utiliser votre mémoire de travail énormément. Parce que vous allez devoir mémoriser ce qu'on appelle les opérandes, ces deux nombres complexes, hein, vous devez les maintenir en mémoire, et vous allez commencer à essayer de résoudre le calcul dans votre tête. Donc vous allez commencer à vous dire 9 plus 3, bon, ça fait combien? Alors après j'ai une petite retenue, donc cette retenue, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Puis ensuite je commence à faire, bon, chacun a ses stratégies, moi c'est une stratégie à l'ancienne qui je crois n'est pas du tout optimale. Mais elles sont toutes probablement quand même, c'est coûteux dès que le nombre est grand, parce que vous avez cette alternance entre maintien d'une information, stockage d'une information, et traitement d'une autre information en parallèle. Et quand vous vous mettez à traiter, c'est-à-dire à se dire, bon bah, 9 plus 3 ça fait 12, et on va garder une retenue, là vous faites du traitement, vous oubliez potentiellement les opérandes 8759. Donc il va falloir faire cette alternance permanente entre maintien-traitement, et c'est ça qui est très coûteux et très limité dans notre cerveau. C'est pour ça qu'en général on échoue. Enfin, là on va probablement échouer à trouver le résultat. Mais c'est une compétence qui est aussi sollicitée dans ce qu'on va appeler du visio-spatial, dans le sens où si on vous demande de recopier ce dessin d'un tigre, eh bien vous allez faire une alternance en permanence entre le modèle et votre feuille. Donc pour faire ce dessin, vous allez garder
temporairement cette image du tigre pour ne pas l'oublier et ensuite le recopier. Quand vous conversez avec quelqu'un, c'est aussi à l'œuvre, dans le sens où pour que la conversation se passe bien, il ne faut pas oublier ce que vient de dire l'autre, et il faut avoir une sorte de fil conducteur comme ça, où vous avez en mémoire temporairement ce qui vient d'être dit pour répondre de façon appropriée. C'est également le cas quand vous devez lire quelque chose, un article de journal ou n'importe quoi. Enfin, plus c'est complexe, plus ça va solliciter la mémoire de travail. Parce que, encore une fois, pour que vous ayez une compréhension cohérente du texte, il va falloir bien mémoriser ce que vous venez de lire tout en traitant ce qui vient, donc en déchiffrant les lettres, les phrases et extrayant leur sens. Et donc là, on fait encore une fois ce maintien temporaire d'une information. Plein d'autres exemples, mémoriser le score du match de ping-pong que je suis en train de faire avec mon ami. Là, c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement être coûteux parce qu'on ne se rappelle jamais, mais c'était combien déjà? Et puis voilà, si on ne fait pas cette espèce de maintien un peu actif de l'information, elle va complètement disparaître. Donc si vous voulez, c'est vraiment un système cognitif qui est sollicité en permanence. Là, je vous donne des exemples, mais si vous commencez à réfléchir, vous allez voir que c'est partout, tout le temps. Parce que même si vous êtes simplement en train de penser dans votre tête, il est très rare qu'on soit figé sur une idée, comme ça, en train de penser qu'à une chose. Notre cerveau est extrêmement flexible et rapide et change tout le temps comme ça. Il pense à quelque chose, il pense à autre chose, etc. Il est stimulé par l'environnement, donc il y a cette balance stimulation externe, stimulation interne, et la mémoire de travail peut même être sollicitée quand vous êtes en train de penser à quelque chose, donc que tout soit interne, sans que l'environnement externe intervienne. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème si par exemple vous êtes extrêmement stressé, ou angoissé, ou déprimé, vous pouvez avoir des ruminations, des choses qui accaparent complètement votre mémoire de travail, et qui sont les choses qui sont maintenues tout le temps dans votre cerveau en priorité, et donc vous n'avez plus d'espace possible pour aller traiter d'autres informations. Oui? C'est justement comme ça, quand on est trop stressé, qu'une information passe d'une oreille à ressort par l'autre. Exactement. C'est exactement ça qui se passe. C'est que votre mémoire de travail, elle est prise complètement par ces pensées angoissantes, ces pensées stressantes, et du coup elle est saturée déjà, parce qu'elle est limitée, cette mémoire à court terme, vous l'avez compris. Donc dès qu'elle est saturée, eh bien on ne peut plus rien rentrer dedans, et donc ce qui rentre, ça ressort tout de suite après. Donc voilà, plein de cas. C'est une mémoire de travail qui est aussi un peu mise à mal dans le monde d'aujourd'hui, sans vouloir diaboliser les smartphones, parce qu'on sait très bien qu'il y a des avantages énormes à ces outils et qui peuvent nous apporter justement des choses uniques qu'on n'avait pas avant. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ils participent à nos distractions au quotidien dans des tas de contextes, puisque pour beaucoup d'entre nous, on a développé une sorte d'addiction à notre téléphone. Et il y aurait des études qui suggèrent que quand notre téléphone sonne, quand il envoie une notification, c'est similaire à ce qu'on appelle l'effet de cocktail party. Alors l'effet de cocktail party, si vous êtes dans le domaine de la cognition, vous connaissez. C'est on est à une soirée, il y a énormément de bruit, de la musique, etc. Et puis d'un coup on entend notre prénom, et là, hop, on le capte, le prénom. Alors que si c'est le prénom de quelqu'un d'autre, on n'aurait jamais réagi. Ça c'est l'effet cocktail party, donc l'attention elle est captée automatiquement par ce stimulus qui fait référence à soi. Et avec le smartphone, on aurait fait un peu l'analogie. C'est-à-dire que dès lors qu'il intervient dans notre environnement, c'est un cocktail party, on ne peut plus rien faire d'autre. En fait, on est happé comme ça par les notifications, par les messages, par les bruits, voilà, tout ça. Et du coup, c'est pas que notre mémoire de travail, elle marche moins bien actuellement à cause de tout ça, parce que ces choses-là, au niveau cérébral, ils sont là depuis des millions d'années, ils ne vont pas changer du jour au lendemain parce qu'on a introduit un smartphone depuis 10 ans. Mais ce qui se passe, c'est que simplement, puisque ce genre de stimulus sont privilégiés par notre cerveau, de par leur attraction attentionnelle, eh bien on va être moins disponible pour traiter le reste de l'environnement. Donc typiquement, si on essaie de travailler, de se concentrer sur un texte, on est en train de réviser, ou... eh bien si on laisse son téléphone à côté et qu'il y a toutes les notifications qui viennent comme ça tout le temps, bah, forcément le travail va être de très mauvaise qualité parce qu'on va faire cette alternance
permanente entre je regarde ce téléphone, je regarde mon texte, je regarde ce téléphone, je regarde mon texte, et le fait d'alterner comme ça entre des procédures, des activités différentes, c'est un coût au niveau cognitif. C'est ce qu'on appelle le coût du switching, de l'alternance, parce que notre cerveau, à chaque fois qu'il se remet dans une nouvelle procédure, et ça a un coût en fait. Et au fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous fatigue, et ça peut nous amener à un peu une sorte de fatigue chronique du fait de cette alternance permanente. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du tout pour diaboliser tout ça, mais c'est simplement que des choses qu'on peut ressentir soi-même au quotidien viennent finalement de cette mémoire de travail qui, encore une fois, est saturée et trop sollicitée, et puisqu'elle est essentielle à plein de choses, forcément elle est mise à mal dans ce genre de contexte. Alors, simplement pour vous dire que cette distinction et la reconnaissance, court terme, long terme, et la reconnaissance d'un système à capacité limitée ne date pas d'aujourd'hui, mais très ancienne. Même avant William James, qui avait proposé cette distinction entre mémoire à long terme ou secondaire et mémoire à court terme ou primaire, on avait déjà des philosophes qui avaient décrit ou pressenti intuitivement cette différence au niveau des mémoires. On aurait donc cette mémoire à long terme ou secondaire qui aurait une capacité quasi illimitée et qui permettrait de maintenir des informations sur des durées extrêmement prolongées. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout ce qui est en mémoire à long terme n'est pas oublié. Il ne faut pas qu'on rentre dans cette caricature où court terme on oublie, long terme on n'oublie pas. Vous savez bien qu'on oublie des choses qui nous sont arrivées. C'est pareil, les événements, si on les gardait tous en mémoire, on serait quand même un peu saturé. Donc en général, il y a un filtre qui se fait au niveau de l'émotion. Ce qu'on garde, c'est ce qui est fort émotionnellement, les grands événements de notre vie, et ce qui est important pour le soi, justement, ce sentiment d'identité. En général, c'est aussi lié aux émotions. Donc, distinction avec cette mémoire à court terme, qui, elle, aurait une capacité limitée et qui permet de maintenir des traces, des souvenirs, si vous voulez, actifs, pendant une durée très brève, on parle de quelques secondes. Donc il y a une distinction en termes de durée, quelques secondes versus quelques minutes. Dès qu'on est à 1 minute, on parle de mémoire à long terme. Donc on est un peu extrême, hein. C'est-à-dire quelques secondes c'est court terme, 1 minute c'est long terme, et 50 ans c'est long terme. Donc de 1 minute à 50 ans c'est la même chose. Non, c'est pas vrai bien sûr, mais on le met dans ce même paquet qui est la mémoire à long terme. Et capacité de stockage différente, puisqu'il y a une limite de temps et d'espace. Donc la mémoire à court terme, on va le voir tout de suite, a une capacité de stockage limitée. Donc comment on met en relation ces deux concepts, mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Tout simplement, on a commencé d'abord à parler de mémoire à court terme, et on l'a défini comme ce système de maintien passif des informations. Et c'est vraiment ce que je vous ai décrit avec le numéro de téléphone. On le garde en mémoire, le temps de le pianoter, et puis après on l'oublie. Donc ça, on peut dire que c'est une sorte de stockage passif ou un maintien passif de l'information. Mais on verra que les choses ne sont pas si passives, justement, et c'est pour ça qu'on a ensuite évolué vers le concept de mémoire de travail. Mais au départ, on est parti avec cette idée-là, et on a essayé de définir la limite de ce système. Alors, il y a même un chiffre magique qui a été proposé, qui est le chiffre magique 7, qui serait la capacité de l'empan, c'est comme ça qu'on l'appelle l'empan, c'est la taille de cette mémoire à court terme. L'empan mnésique serait de 7 chez les individus, chez les êtres humains. Il y a une certaine variabilité, il y a des personnes qui sont à 5, il y a des personnes qui sont à 9. Voilà, mais si vous vous questionnez un petit peu sur pourquoi un numéro de téléphone fait cette taille, c'est parce qu'on a d'abord défini l'empan de mémoire chez les êtres humains, et les premiers laboratoires belges qui travaillaient en Amérique du Nord sur les premiers téléphones se sont mis en relation avec probablement les premiers laboratoires de psychologie cognitive, parce que c'était pas encore très répandu comme discipline à l'époque, pour leur demander, à votre avis, la mémoire est limitée à combien? Parce que nous, on aimerait créer des numéros de téléphone, on sait, ça vous semble bizarre, mais vous verrez, on les utilisera encore dans des centaines d'années. Eh bien, ces choses-là, combien elles doivent durer pour qu'on puisse les mémoriser, au moins le temps de pianoter sur son téléphone?
Donc quelque chose de très appliqué finalement, mais qui se vérifie en permanence. Moi je fais des expériences de mémoire tout le temps, je vois tout le temps ce fameux 7, enfin, c'est magique, voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit Magical Number 7. C'est quelque chose de consistant chez l'être humain. Comment on la mesure cette mémoire à court terme? Alors, on aime bien, nous, des situations extrêmement basiques, extrêmement simplistes, parce que vous comprenez bien que si on commence à aller dans la cuisine de quelqu'un, essayer de voir s'il a oublié les 150 mg de lait, on n'est pas sorti de l'auberge. On va avoir plein de facteurs confondus, ça va être plein de choses qui vont être mélangées. On n'arrivera jamais à avoir une situation expérimentale scientifique. Et donc, nous, on va isoler les êtres humains dans des box expérimentaux. On va leur faire passer des expériences où on va leur proposer un matériel le plus simple possible, justement comme des chiffres ou des lettres ou des localisations spatiales ici. Et on va leur faire mémoriser des séries plus ou moins grandes, et puis on va regarder à partir de quand les personnes échouent. Donc c'est aussi simple que ça, et on se rend compte voilà, que c'est autour de 7. Alors ce système de mémoire à court terme, comme je vous disais, il a évolué après vers le système de mémoire de travail, mais encore aujourd'hui les chercheurs dans le domaine peuvent employer l'un ou l'autre, c'est un peu des synonymes. La seule différence, c'est que la mémoire de travail, c'est une définition, on va dire, plus complète, dans le sens où la mémoire à court terme, vous vous souvenez, on a dit c'est un système à capacité, un système passif à capacité limitée. C'est simplement qu'on se rend compte, comme on le disait tout à l'heure, qu'on est rarement passif dans la vie de tous les jours. Hein. On n'est pas en train de juste de mémoriser un numéro de téléphone et puis ensuite on ne fait plus rien d'autre. On est toujours en train d'alterner entre je mémorise ces 250 grammes de farine, je vais chercher quelque chose dans ma cuisine. J'allais chercher quelque chose d'ailleurs dans mon salon et j'ai été interrompue par quelqu'un et du coup j'ai oublié ce que je venais chercher dans cette pièce. Bon, bah, ça c'est typiquement la mémoire de travail. Et donc on a cette idée qu'on va avoir du stockage, ou maintien, si vous voulez c'est la même chose, stockage et maintien, d'une information pour les besoins de la tâche en cours, mais en parallèle je vais aller traiter d'autres informations. Donc on dit que c'est vraiment ce système de capacité, à capacité limitée qui est responsable du maintien actif et du traitement simultané d'une information pendant des tâches cognitives. Et donc il y a ce côté beaucoup plus dynamique parce qu'on va avoir cette alternance entre je maintiens, je traite, je maintiens, je traite. Alors là, comment est-ce qu'on la mesure? On repart avec un matériel extrêmement simple, comme on aime, et tout ce qu'on va ajouter, c'est un traitement, quelque chose de plus à faire en parallèle. Donc par exemple, on demande ici aux personnes de mémoriser des chiffres, comme tout à l'heure, mais entre les chiffres à mémoriser, on va leur dire de décider si le carré présenté à l'écran est en bas ou en haut. Donc, quelque chose d'extrêmement simple, mais malgré tout, c'est une décision, c'est un comportement qui nécessite des ressources cognitives. Et donc, on va avoir l'impact que a ce simple comportement sur la mémorisation des chiffres. Et dès qu'on ajoute des choses comme ça à faire, aussi simple soit-elle, on va avoir une chute des performances de mémoire. Donc, mémoire de travail, si vous voulez, si on calcule l'empreinte de la mémoire de travail, là, on est beaucoup plus bas tout de suite. Là, on est en moyenne à 5, et les personnes vont s'éteindre de 3 à 7, quoi, à peu près. Parce que, voilà, simplement, on doit partager nos ressources entre les deux activités. On a des chercheurs qui ont développé des tâches d'empan de lecture, d'empan calculatoire, où en fait on essaye de rendre les choses un petit peu plus proches des apprentissages scolaires que peuvent faire par exemple les enfants à l'école, parce qu'on a une relation très très forte entre capacité de mémoire de travail et réussite scolaire en fait, parce que la plupart des apprentissages qui sont réalisés, la lecture, l'écriture, les mathématiques, etc., vont solliciter cette mémoire, parce qu'on va, comme je vous disais, lire un texte, c'est maintenir quelque chose pour ensuite lire la suite, calculer, c'est la même chose. Donc on a une relation très forte entre les deux, et donc on a beaucoup de collègues qui ont développé des tâches qui peuvent un peu mieux prédire ce qui se passe pendant une tâche de lecture ou une tâche de calcul. Et donc là, on va par exemple demander aux personnes de lire toutes les phrases et de répondre aux questions. Donc pour répondre aux questions, il faut avoir compris la phrase, donc il faut faire vraiment attention à la phrase. Et en parallèle, on va leur demander de mémoriser le dernier mot de chaque phrase. Donc quelque chose de très artificiel, on est d'accord, hein, c'est pas très transférable dans la vie quotidienne, mais ça nous permet d'avoir ces deux activités de maintien
donc maintien du dernier mot de chaque phrase, et de traitement, qui est en fait un traitement sémantique, un traitement de la phrase en tant que telle. Et avec les calculs, ça serait pareil. On leur demande de réaliser ce calcul et de choisir le résultat dans les propositions, et en parallèle, de mémoriser la deuxième opérande de chaque calcul. Et ensuite, on peut faire varier le nombre de phrases, le nombre de calculs, et on regarde quel est l'emploi de lecture, l'emploi calculatoire des personnes. Alors là, je vous ai parlé un petit peu des expériences, des tâches, comme on dit, expérimentales qu'on est amené à utiliser pour mieux comprendre cette mémoire. Et évidemment, le but ultime, c'est de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et nous, en sciences cognitives, on est vraiment intéressé toujours par les mécanismes cognitifs qui sont derrière, d'essayer de décortiquer un peu des lois de fonctionnement cognitif et de les mettre du coup en évidence avec des expériences qui nous permettent ensuite de proposer des modèles de comment fonctionne la mémoire. Et donc il y a cette citation que j'aime bien, qui est totalement vraie, que tous les modèles qu'on va vous présenter en sciences sont faux, mais ils sont utiles. Certains du moins sont utiles, parce qu'ils nous aident à réfléchir. Alors on propose souvent des choses avec plein de boîtes, et on essaie de comprendre comment ces boîtes elles marchent ensemble. Donc on a des modèles ici que des modèles de mémoire, il y en a plein d'autres. Mais si je focalise juste brièvement sur un modèle en particulier, qui est le premier modèle, le modèle d'Atkinson et Shiffrin, c'est le premier modèle de mémoire qui a été proposé en 68. C'est un modèle de mémoire dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il va parler de mémoire à court terme, de mémoire à long terme, et comment ces différents systèmes interagissent les uns avec les autres. Donc l'idée, c'est pas de vous détailler tout ce modèle, hein, mais simplement pour vous montrer que la finalité des recherches qu'on fait, c'est réellement proposer des modèles qui vont essayer de rendre compte au mieux de comment les choses interagissent les unes avec les autres. Et ce premier modèle, qui avait été du coup proposé dans les années 60, reste extrêmement utile et inspirant, parce que énormément de choses ont été décrites à ce moment-là qui sont toujours valides aujourd'hui. Il y aurait l'idée qu'on a des stimuli qui sont fournis par l'environnement externe, mais comme je vous le disais, ça peut être aussi l'environnement interne, et qui vont venir stimuler nos sens, que ce soit vision, audition, tactile, etc. Et on a un certain nombre limité de ces stimulations qui vont rentrer dans la mémoire à court terme. Ce sont celles pour lesquelles on a porté notre attention. Parce que si vous vous posez 5 minutes, vous vous dites « Bon, je regarde devant moi et j'essaie de voir tout ce que je peux voir. » Et là, moi par exemple, devant un amphi, j'arrive à voir tout l'amphi, là, même si je fixe devant moi, parce qu'on a une vision centrale et on a une vision périphérique, vous savez. Et en fait, on arrive à tout voir. Mais c'est pas pour autant que je vais réussir à porter mon attention sur tout ce qui est devant moi. Si à un moment donné, je veux me poser la question de est-ce que ma fille est bien en train de faire son coloriage et pas autre chose, là, il faut que je utilise mon attention pour me focaliser sur elle. Et à ce moment-là, plus rien d'autre n'existe. Mon attention a zoomé sur cette information et je ne vois plus rien d'autre. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça rentre en mémoire à court terme. C'est quand j'ai fait ce zoom-là et que j'ai utilisé en fait mon attention pour sélectionner une partie de l'information. Donc c'est très utile parce que vous voyez bien qu'on est bombardé d'informations en permanence, hein, mais heureusement qu'on a cette attention qui est limitée, c'est-à-dire qu'elle nous permet de focaliser un moment sur quelque chose, sinon on n'arriverait jamais à faire des choses vraiment en fait dans la vie, parce qu'on serait juste passif, débordé par toutes ces informations. Si on veut agir, si on veut traiter l'information, on est obligé à un moment donné de la sélectionner. Et donc quand elle est sélectionnée, elle rentre dans cette mémoire à court terme. Et cette mémoire à court terme va connecter elle-même vers la mémoire à long terme, c'est-à-dire que si à ce moment-là, il y a quelque chose de très important qui est rentré dans mon focus attentionnel. Donc encore une fois, c'est souvent lié à l'émotion. Si je suis témoin d'un accident de voiture, par exemple, ça rentre automatiquement dans ma mémoire à court terme. Là, il n'y a aucun doute. Des registres sensoriels, ça vient tout de suite là, parce que là, il y a marqué pertinence, 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 survie, survie en jeu. Donc ça rentre immédiatement dans la mémoire à court terme, mais ça va rentrer aussi dans la mémoire à long terme. Parce que c'est tellement pertinent que ça n'est pas seulement pertinent pour la moment T,
mais c'est pertinent pour les jours à venir, les années à venir, toute notre vie, parce qu'on se rappellera qu'il ne faut absolument jamais traverser cette voie de tram à cet endroit-là, parce que je ne vois pas les choses et que je peux me prendre un tram, ou enfin il y a un accident de voiture, voilà. Vous avez compris l'idée. Donc, il y a des choses qui rentrent en mémoire à long terme. Alors, Dieu merci, ce n'est pas que les accidents de voiture, mais toutes les informations qui peuvent être importantes pour vous. Et parfois, on est un petit peu obligé de forcer les choses. Par exemple, quand il s'agit de réviser ses cours, certaines personnes ont la chance d'avoir les informations qui rentrent automatiquement et il ne va pas avoir forcément besoin de ressources cognitives importantes pour que ce soit le cas. Mais on a quand même été tous face à cette situation et il faut bien étudier ses cours, bien faire attention, créer des associations, enfin, etc. pour que ça reste ensuite en mémoire à long terme. Bon, je ne vais pas rester plus sur ce modèle, mais c'est un modèle qui met vraiment la mémoire à court terme au centre de la cognition. Donc elle avait déjà été vue comme ce système qui est central en fait dans notre comportement, dans nos actions, dans nos raisonnements. Et ces chercheurs, Atkinson et Shiffrin, ont même fait un parallèle entre cette mémoire à court terme ou mémoire de travail et le flux de la pensée, tout simplement. Le fait, tout ce qui se passe dans notre tête en permanence, c'est là en fait. Et certains chercheurs font aussi le parallèle entre ce qu'on appelle la conscience et la mémoire de travail. Et vous avez aussi compris que l'attention est très proche de tout ça. Donc des fois on a des termes différents, mais on parle parfois un petit peu des mêmes choses. Il faut pas... C'est normal. Mémoire de travail, donc on a ce premier modèle de mémoire, mais ensuite on a le premier modèle de mémoire de travail en tant que tel. Donc là on n'en a plus la mémoire à long terme, qui est proposé par Baddeley et Hitch. Ça reste le modèle de mémoire de travail le plus connu dans le champ. Et ils ont vraiment essayé d'opérationnaliser cette idée de limite de notre mémoire de travail. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont dissocié différentes composantes avec des composantes dites esclaves. Donc c'est un petit peu bizarre, mais c'est l'idée qu'on a un système superviseur exécutif qu'ils appellent l'administrateur central, qui va venir gérer des systèmes esclaves dans le sens où ils sont au service de cet administrateur central qui lui va donner des ressources attentionnelles à ces systèmes esclaves. Et ces systèmes esclaves sont associés à une modalité en particulier. La boucle phonologique, c'est cette fameuse... c'est ce système qui nous permet de garder le numéro de téléphone en tête le temps de le rappeler. Donc c'est l'information verbale. C'est tout ce qui est lié au langage. Donc vous avez remarqué qu'on est plutôt des êtres qui aiment le langage, c'est-à-dire qu'au niveau des animaux, on est les seuls enfin quasiment les seuls à utiliser cette voie-là. Donc le langage est absolument central dans nos vies, et tout ce qui est auditivo-verbal passerait par cette boucle phonologique, et elle est sollicitée donc quand je dois mémoriser ce numéro de téléphone, mais également quand vous êtes en train de lire un texte. Vous avez sûrement cette petite voix intérieure qui lit en même temps que vous ce texte. Et c'est aussi cette boucle phonologique, parce qu'en fait c'est un maintien temporaire d'une information verbale pour les besoins de la tâche. Mais d'ailleurs elle nous joue parfois un peu des tours, cette boucle phonologique, parce que est-ce que ça vous arrive parfois de lire quelque chose et vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout capté le sens de ce que vous étiez en train de lire? Et parfois on s'en rend compte super longtemps après, on a lu presque toute une page, on dit « Ah, mais là j'étais juste en train de penser aux courses que je dois faire tout à l'heure », et pourtant on ne s'est pas rendu compte qu'on n'était pas en train de traiter le sens. Ça, plus on est fatigué, plus ça nous arrive, plus on vieillit, plus ça nous arrive, parce que nos ressources cognitives diminuent avec le temps. Et c'est vraiment notre boucle phonologique qui travaille en parallèle, qui nécessite très peu d'attention pour le coup. C'est pour ça qu'on aime bien l'utiliser, parce qu'elle n'est pas très coûteuse en énergie. Elle se base vraiment sur un code phonologique. Je vais juste vous montrer comment, en psychologie cognitive, on peut être amené à décider que les choses fonctionnent comme ça. Parce qu'on peut avoir des intuitions, hein, comme je disais, on a l'intuition d'une limite, on a l'intention qu'il y a peut-être des maintiens de nature différente, un maintien verbal, un maintien visio-spatial, quand je suis en train de mémoriser l'image du tigre. Mais il va falloir du coup le démontrer. Et comment on va le démontrer? Eh bien, on a plusieurs types d'effets qui nous permettent de le démontrer, mais par exemple, un effet qui est très puissant,
c'est l'effet de similarité phonologique qui va nous permettre de dire on a une boucle phonologique et la façon de coder l'information est de nature phonologique. Et bien pourquoi? Parce que quand on présente des listes de mots aux participants à mémoriser de type roi, choix, bois, loi, on va être beaucoup moins bon pour les mémoriser que lorsque c'est ni, ciel, 5 pains. Donc la différence, vous avez compris, c'est la similarité phonologique. Donc la phonologie, c'est les sons. Hein. Donc les sons qui sont plus ou moins similaires dans le premier cas que dans le deuxième cas. Et on est beaucoup moins bon. On va avoir des performances, voilà, sur 7 justement, on risque d'être à 4 dans le premier cas, là on sera à 7 dans le deuxième cas. Et ce résultat, c'est ce qu'on appelle un effet expérimental qui va être très informatif pour nous, parce qu'on va essayer de l'expliquer. Pourquoi ça? Ça, s'il y a une vérité quelque part en science, en tout cas dans notre discipline à nous, dans notre science, c'est dans les données. C'est-à-dire que les humains, ils ne trichent pas, ils se comportent comme ça. Ils ont un emploi limité de 7. Ils sont moins bons quand c'est phonologiquement similaire que quand ça ne l'est pas. Ça, c'est vraiment un effet. Donc il y a cette information, il faut pouvoir l'interpréter, il faut en dire quelque chose. Et donc là, comment l'ont interprété Baddeley et Hitch? Eh bien, c'était de dire, si c'est gênant d'avoir une information phonologiquement reliée, c'est que cette mémoire à court terme, elle code l'information de façon phonologique. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas ce problème en fait. Imaginez qu'on le coderait d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Donc on se dirait, il y a un roi, on verrait vraiment le sens de roi, peut-être l'image d'un roi aussi dans notre mémoire, l'image d'un bois, etc. Eh bien, on n'aurait pas de différence parce que tous ces mots sont aussi facilement imageables les uns que les autres. Donc c'est un indice, c'est quelque chose qui nous suggère que l'information est codée de façon phonologique. Et donc c'est comme ça qu'on avance en fait en psychologie cognitive en disant les choses, elles marchent probablement comme ça parce qu'on a observé ça dans nos données et si on les interprète, ça voudrait dire ça. Il y a plein d'autres effets, bien sûr, je ne vais pas parler de tout. Surtout que je crois que le temps avance et n'hésitez pas à me dire quand est-ce que je dois m'arrêter en fait, non? Jusqu'à 45. 45, ok. 3 minutes. Alors donc, j'ai dit un tiers de ce que je voulais dire. Bon, bah, du coup, je pense que je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, peut-être juste vous introduire l'idée, c'est-à-dire qu'on a parlé de cette limite, et une des grandes questions dans le champ de la mémoire de travail à court terme, c'est de comprendre la cause de cette limite. Parce que là, on est d'accord qu'il y a une limite, il n'y a pas de problème, tout le monde, tous les chercheurs sont d'accord avec ça. Mais après, la raison pour laquelle elle est toujours débattue. Déjà au XVIIe siècle, c'était débattu et ça l'est toujours aujourd'hui. Et notamment, deux grandes causes qui s'affrontent, c'est déclin à cause du passage du temps ou oubli à cause des interférences. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en mémoire à court terme, j'ai oublié mon numéro de téléphone, soit parce que ça a disparu de mon cerveau, quoi. Voilà, c'est parti, c'est le déclin temporel, l'information elle décline au bout d'un moment si elle n'est pas pertinente, ou alors l'interférence, l'information ne disparaît pas, elle est toujours là, simplement elle est cachée par d'autres choses que j'ai eu à traiter après, et donc elle devient inaccessible parce qu'elle est simplement cachée. Mais si j'enlevais ces choses qui sont venues se mettre par-dessus, je devrais révéler mon information et la retrouver. Et donc ça, c'est un débat qui fait toujours rage. On a toujours énormément de publications scientifiques qui s'opposent sur le champ. Donc c'est toujours comme ça qu'on débat dans la science. On va écrire des articles en défendant une thèse et quelqu'un d'autre va dire non, je ne suis pas d'accord, je défends une autre thèse. Et on répond avec un autre article, etc. Et c'est un match comme ça qui peut durer des années, pour ne pas dire des siècles, en l'occurrence, pour cet exemple-là. Donc, bon, bah, pour conclure, parce que je ne vais pas du coup pouvoir détailler tout ça, la mémoire de travail, donc vous avez compris que c'est un système qui est indispensable. Hein, si on enlève une mémoire de travail à quelqu'un, il ne peut plus vraiment fonctionner en fait. C'est donc central dans plein de choses dans notre quotidien. On développe, nous, en tant que chercheurs en sciences cognitives, des tâches précises pour essayer de l'opérationnaliser au mieux et donc de la comprendre, ce qui nous aide ensuite à créer des modèles de cette mémoire-là, qui sont tous faux mais qui nous aident.
Et vous comprenez qu'il y a toujours des questions qui sont débattues dans ce domaine et qu'il faudra encore des décennies pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Si jamais la thématique vous intéresse, j'ai une référence à vous conseiller qui est l'ouvrage que deux collègues avec qui j'ai travaillé, que je connais bien, Pierre Barouillet et Valérie Camos, qui ont écrit en 2022, il vient de sortir et c'est un super ouvrage sur la mémoire de travail, théorie, développement et pathologie. On n'a pas eu le temps de parler des pathologies, mais c'est un système qui est particulièrement fragilisé dans tout un tas de pathologies. Voilà, je suis disponible pour répondre aux questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention. Du coup, merci Gaëlle. Il y a des questions? Juste au début, vous avez évoqué les hypermnésiques. Et du coup, est-ce que les hypermnésiques, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire à long terme ou c'est que l'information passe directement en mémoire à long terme? Très bonne question. Je pense que il y a deux éléments qui cohabitent, c'est-à-dire que ils n'ont pas d'oubli en mémoire à court terme. Je dirais plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire que on a ce phénomène adaptatif qui consiste à faire le tri, et ce mécanisme de tri n'existerait pas chez ces personnes. Parce que ce mécanisme de tri, justement, il va décider est-ce qu'on oublie ça ou est-ce qu'on le consolide. Donc, et ces phénomènes de consolidation en mémoire opèrent souvent pendant le sommeil, c'est-à-dire que c'est pendant qu'on dort, vous avez dû en entendre parler, que les connaissances vont transférer vers la mémoire à long terme. Mais on peut aussi avoir de la consolidation tout au cours de la journée. C'est probablement que le sommeil est une période facilitatrice pour ce phénomène, mais on pourrait l'avoir à d'autres moments. Mais je pense que c'est comme ça qu'on le décrirait. Mais c'est une bonne question, je ne pense pas que ça a été posé en ces termes, mais c'est cette idée, ouais. Oui? Du coup, j'ai vu sur le diaporama que vous êtes passé rapidement, parce que vous n'aviez plus beaucoup de temps, sur l'impact des émotions sur la mémoire. Et ce serait juste si vous pouviez en parler rapidement, parce oui. Que certaines émotions du coup peuvent nous faire oublier certains passages qui sont arrivés il y a longtemps ou il y a pas longtemps, alors que les choses aux alentours sont elles retenues. Alors les rapports entre émotion et mémoire sont assez complexes. Clairement, c'est deux choses qui interagissent énormément et probablement via l'attention, qui est toujours cette espèce d'énergie. Hein. L'attention, c'est ces ressources, cette énergie qu'on a en nous qui nous permet de focaliser sur quelque chose à un moment donné et qui va mettre des warning, il faut le garder parce que plus tard je vais en avoir besoin. Et du coup, l'émotion et la mémoire travaillent des fois de façon antagoniste, c'est-à-dire que là vous évoquez une situation peut-être qu'on pourrait imaginer comme traumatisante, on a été victime d'un événement voilà, choquant. Eh bien, il y a le halo effect, où en effet, comme vous dites, tout ce qui est autour de cet événement va être marqué, mais très très fortement. Donc on va exactement se souvenir du contexte, de qui était là, à quel moment c'était. C'est ce qu'on appelle les flashbulb memories. C'est pour ça que les personnes qui se souviennent du moment des attentats du 11 septembre, on va pouvoir décrire où on était exactement, avec qui, comment, quelle saison on était. Enfin bon, septembre, c'est facile. Bref, vous avez compris l'idée, on se rappelle de plein de détails associés à ça. C'est probablement adaptatif, parce que si jamais, encore une fois, on est confronté à ce contexte, il faudra être vigilant. Mais on a aussi des phénomènes d'oubli très impressionnants associés à l'émotion. Et probablement parce qu'il y a un double mécanisme qui opère en parallèle. On a cette captation extrême du coup de l'environnement pour le garder pour plus tard, mais on a aussi un focus tellement fort sur certaines choses pour être dans l'action, pour fuir une menace, pour agir de façon pertinente, que là, le cerveau, le corps tout entier est en état d'alerte. Donc il ne va pas pouvoir s'amuser à déployer des ressources pour des choses qui ne sont pas pertinentes. Et c'est ça qui fait qu'on peut des fois être au contraire dans l'amnésie totale,
parce qu'on a tellement été prise dans l'action, dans l'événement, qu'en fait on n'a plus eu assez de ressources pour capter. Après, voilà, il faudrait voir avec les recherches en particulier, mais qu'est-ce qui distingue exactement les paradigmes? Mais on voit ce genre de distinction entre des fois un très bon mémoire de certaines choses, et dans d'autres cas, plus du tout, mais tout va dépendre un peu de la menace, de l'action que j'ai dessus. Est-ce que je suis acteur aussi de ça? Parce que quand vous entendez à la télé qu'il y a eu les attentats du 11 septembre, on n'est pas acteur du tout, on est là passif en train d'écouter une information. Si vous êtes en train d'être menacé par quelqu'un qui va vous agresser ou quoi, c'est très différent. Là, vous devez agir, vous devez partir, etc. Donc le corps est mobilisé. Et donc nous, là, juste, j'avais prévu de parler de ça si j'avais le temps, mais on a juste regardé quel était l'impact sur l'empan de la mémoire de travail d'images émotionnelles négatives. Donc là, on a une souris morte, enfin, on ne voit pas très bien, mais une sorte de nourriture moisie, une araignée. Eh bien, on voit que nos performances de mémoire diminuent quand l'information... Non, là, c'est les temps, voilà. Les temps de réponse pour réagir sur les images émotionnelles augmentent quand c'est négatif, mais les performances de mémoire diminuent quand c'est négatif. Donc en gros, on montre que quand c'est émotionnel, ça capte notre attention, on n'arrive plus à être sur autre chose, et du coup, on oublie les lettres qu'on devait mémoriser ici, en l'occurrence. Oui ? Vous avez abordé plusieurs mémoires, la mémoire à court terme, ou bien la mémoire de travail et d'autres mémoires. Par rapport à la personne qui a la maladie d'Alzheimer, quelles sont les mémoires qui restent? Alors oui, on a vraiment une distinction très forte chez les patients Alzheimer. C'est d'ailleurs ce type de population qui nous permet d'argumenter en faveur de différents types de mémoire, tout comme les patients amnésiques qui perdent leur mémoire épisodique en fait. Donc c'est vraiment la mémoire épisodique qui est la première touchée, et notamment la mémoire spatiale qui fait un peu partie de la mémoire épisodique. Enfin voilà, c'est un peu une sous-composante. Les premiers signes souvent chez les personnes Alzheimer ou qui soupçonnaient, enfin potentiellement Alzheimer, c'est problème de repère dans l'espace, de navigation, et après on va avoir du coup une répercussion sur la mémoire épisodique qui repose énormément sur l'espace en fait, parce que le contexte spatial va être vraiment un marqueur très fort des événements qui nous arrivent. Et la mémoire de travail aussi est une des premières formes de mémoire atteinte, donc qui repose aussi sur l'attention, et tout ce qui est en fait au niveau cérébral, ce qui se passe c'est que c'est des régions temporales hippocampiques, enfin bref, c'est les régions ici qui sont responsables de la mémoire épisodique, de l'aspect spatial, qui sont dégradées en premier, et ensuite c'est au niveau du cortex frontal, et là c'est mémoire de travail, attention, planification, exécutif, etc. Mais par contre la mémoire procédurale, elle reste. Ça c'est fascinant parce qu'on peut oublier plein de choses, mais on va encore se rappeler comment faire de la musique ou voilà, des procédures comme ça motrices, et la mémoire sémantique reste aussi, même si évidemment dans les phases après avancées de la pathologie, il y a tout qui va être dégradé. Vous avez parlé tout à l'heure de la capacité de mémoire de travail comme prédictrice de la réussite scolaire. Comment peut-on entraîner la mémoire, justement cette capacité pour... Alors ça c'est une des grandes questions toujours, de savoir si on peut entraîner la cognition et devenir meilleur au niveau de nos facultés cognitives. Alors en théorie on va dire non, dans le sens où c'est pas un muscle comme quand on va à la salle de sport, où on fait du sport et on se rend compte que plus on le sollicite, plus le muscle va grossir. Ça marche pas du tout comme ça avec le cerveau, et c'est probablement pas pour rien aussi que les choses ne changent pas, parce que cette limite qui peut être vue comme quelque chose de négatif, parce que d'une certaine manière on se dit on aimerait bien avoir pas de limite, tout mémoriser, etc. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une bonne chose, parce que ça fait filtre, et ça nous permet de nous focaliser, etc. Donc c'est une bonne chose d'avoir cette limite. Après, il y a des différences individuelles, il y a des personnes qui ont une mémoire plus ou moins importante, même si on a tous cette limite, et on ne va pas pouvoir l'entraîner en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas... je vais mémoriser des chiffres, des listes de chiffres tous les soirs avant de me coucher, comme ça ma mémoire de travail elle va devenir de plus en plus grande. Ça ne marchera jamais comme ça, c'est-à-dire de façon brute. Par contre, ce qui peut très bien marcher, c'est de prendre conscience des stratégies qui me permettent
de dépasser les limites de la mémoire de travail. Et ces stratégies, en fait, elles se basent sur d'autres systèmes, comme notamment la mémoire à long terme. Vous allez comprendre très vite, par exemple, si vous avez des séries de lettres qui n'ont aucun sens à mémoriser, que si vous associez à chaque lettre le prénom de quelqu'un que vous connaissez, et ben la liste, vous allez vous en rappeler beaucoup mieux que si vous mémorisez le K, le L, comme ça. Si vous dites Karima, Laurent, etc., bah, au moment du rappel, les choses ressortent beaucoup mieux parce qu'il y a une trace en mémoire à long terme qui existe déjà, qui est beaucoup plus riche en fait que juste une lettre. Donc ça, c'est une stratégie parmi d'autres, mais ça peut être aussi de découper les tâches, essayer de les isoler, parce que comme j'expliquais au début, ce qui crée cette limite surtout, c'est le fait qu'on doit faire plusieurs choses en même temps. Et donc si on comprend que c'est un peu compliqué pour nous de faire plusieurs choses en même temps, bah, on va essayer de les isoler tranquillement. Bon, bah, je lis cette première phrase, j'essaye de comprendre le sens, peut-être je l'écris à côté en me disant, bon, bah, en fait, là, ça veut dire ça. Maintenant, je lis la deuxième phrase, etc. Mais donc, c'est l'idée qu'on peut l'entraîner, on peut l'améliorer, mais ça va être des chemins détournés. Ça ne sera pas brut comme avec des muscles. Vous voyez l'idée? Oui? Est-ce que le sommeil a son impact sur la mémoire ou les mémoires? Oui, bah, tout à fait. Donc, premièrement, si on dort, on est moins fatigué. Donc là, le sommeil, avant tout, c'est régénérer le corps, etc. Que ce soit au niveau physique, au niveau cognitif. Donc évidemment, si vous êtes très fatigué, si en ce moment vous dormez mal, etc., toutes ces choses-là, ça va être mis à mal. Vous vous en rendez compte, je pense, personnellement. Dès qu'on manque de sommeil, on va se déconcentrer beaucoup plus vite, on va être un peu aussi énervé, parce que les choses ne sont plus aussi, comment on va dire, fournies en énergie nécessaire pour cette mémoire de travail. Donc dès que vous dormez, vous êtes après plus reposé, vous pouvez plus facilement vous concentrer, maintenir des choses. Ça, c'est vraiment pour la partie attention, mémoire de travail. Après, pour la mémoire à long terme, comme je le disais, les processus de consolidation, c'est-à-dire ces processus qui vont permettre que les choses restent à long terme, au moins quelques temps, eh bien, ça se fait beaucoup à travers le sommeil. Alors, les recherches sur le sommeil sont très nombreuses et très dynamiques, mais il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. On voit que le sommeil aide, et il y a eu des descriptions à un moment donné un peu bien séparées entre sommeil lent, sommeil paradoxal, vous voyez, le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, et que ce serait le sommeil des rêves qui permet la consolidation des souvenirs procéduraux, donc le sport, enfin le faire du vélo, du piano, etc. Et puis qu'on aurait une distinction avec le sommeil lent qui serait sur d'autres éléments, mais ça, je pense que c'est un peu remis en question. Mais je pense que vous avez eu une spécialiste ce matin, Perrine Ruby, qui vous a parlé du sommeil et des rêves, donc typiquement, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là, mais c'est très lié. Voilà. Oui? Ce sera juste la dernière question, parce qu'après, il faudra qu'on enchaîne avec la réponse. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un qu'on apprécie beaucoup nous dit quelque chose, que ce soit pertinent ou pas, ce qui est dit, c'est retenu beaucoup plus longtemps que si c'est quelqu'un auquel on porte moins d'importance? Oui, bah alors là, on a l'aspect émotionnel probablement qui est encore en jeu. Et comme je vous l'avais dit au début, tout ce qui est lié au soi. Donc en fait, à la construction de notre identité, tout ce qui est pertinent pour nous-mêmes, parce que ça nous parle, parce que ça nous permet de nous construire, c'est cohérent avec ce qu'on a déjà établi un petit peu comme fondation de soi-même, eh bien ça va avoir un statut privilégié. On va plus mémoriser ces choses-là et plus faire attention à ces choses-là. Donc quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un que vous appréciez, probablement que ça fait écho à toutes ces choses qui sont importantes pour vous, pour votre soi et les émotions, donc vous avez ce filtre, quoi. C'est la motivation en fait, c'est toujours ce même facteur qui fait que on ne mémorisera pas quelque chose si on n'est pas motivé pour l'apprendre. C'est comme ça qu'on voit des très grandes différences chez les gens. Il y a des gens qui se rappellent de tous les événements sociaux qu'ils ont pu faire. On avait fait un pique-nique au parc de la Tête d'Or, je me souviens très bien. Là, on avait mangé chez un tel et tout. Et puis, on a des amis qui ne se rappellent jamais de ces choses-là. Mais par contre, ils vont se rappeler très bien de ce livre qu'ils ont lu sur la physique quantique et qui vont tout nous décrire. Parce qu'il y a une motivation, il y a un intérêt pour soi qui n'est pas du tout le même.
en fait, on filtre toujours les informations et on garde toujours ce qui est pertinent pour nous, pour notre ce sentiment d'identité. Donc c'est très lié finalement aux différences individuelles, quoi. Bon, bah, je crois que c'est terminé. Merci encore.